Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Introduction à Power BI. Ce séminaire se tournera autour de l'introduction à Power BI, l'importation de données, la transformation des données, création de rapports interactifs, visualisation dynamique et enfin le partage et collaboration. Tout cela avec Dr Asma Bouali, membre du corps professoral de l'Université de Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Asma. Dr Asma, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. D'accord, merci Malek pour cette introduction. Bonsoir à tous. Donc, vous êtes bienvenus à ce séminaire sur la Business Intelligence et spécifiquement donc à l'initiation à Power BI. Donc, je suis ravie de vous accueillir et de partager avec vous mon expertise sur ce domaine. Donc, en fait, aujourd'hui, on va essayer à exploiter cette notion de business intelligence. Donc, on va essayer de voir l'importance de la business intelligence pour les entreprises et pour les aider à prendre des décisions en se basant sur leurs données. Donc, en effet, ce séminaire, il sera l'occasion de découvrir ces notions de BI et aussi d'essayer donc de découvrir un outil qui est présenté par Microsoft, c'est l'outil Power BI. Donc, on va essayer à découvrir ses principaux fonctionnalités et comment il va nous aider à exploiter les données et prendre des décisions. Voilà, donc on va commencer par poser la question fondamentale pour savoir donc cette notion, cette nouvelle tendance, c'est la notion de business intelligence qui est le BI. Donc on va poser cette question, qu'est-ce que la business intelligence? En effet, il y aura donc beaucoup de questions autour de la gestion des données dans des entreprises. Parmi ces questions, par exemple, on peut poser la question à combien s'élèvent les ventes journalières? Pourquoi et comment le chiffre d'affaires il a baissé? Quelles personnes consomment beaucoup de tels produits? Donc, c'est parmi les questions que les décideurs dans des entreprises, ils posent et ils essayent de trouver des réponses à ces questions-là pour maîtriser leurs services ou bien pour maîtriser leur production. Et afin, bien sûr, de prendre des décisions pour améliorer leur business. Donc, le business intelligence, il parle d'un nouveau monde en évolution et en croissance qui peut être défini comme un ensemble de concepts, de méthodologies et des outils. Donc, ici, on doit repérer des concepts et aussi des méthodologies et des outils qu'on peut les utiliser et qui vont aider ces entreprises à prendre des décisions dans le domaine des affaires. Donc, la problématique, c'est comment répondre aux demandes des décideurs en donnant un accès rapide et simple à l'information stratégique et aussi en donnant du sens aux données. Donc, tout est autour des données. Donc, vous savez que maintenant, les entreprises se basent sur la collecte des données. Donc, il y a archivage des différents sources de données comme les bases de données, les fichiers Excel. Donc, il y en a plusieurs sources de données et on collecte ces données-là afin d'essayer à maîtriser ces données et déduire à partir donc de ces informations-là, de déduire des décisions qui vont améliorer l'affaire. Donc, il y a trois notions principaux qui ont apparu sur ces dernières années. Donc, on a le BI, le Big Data, le Data Science. Donc, on va essayer dans ce tableau à donner ces différentes notions. Donc, le BI, son objectif principal, c'est quoi? C'est aide à la décision. Donc, il se base sur des données structurées. Les outils qui sont en cours d'être utilisés, tels que le Power BI, Talent, Tableau, ClickSense. Pour le big data, c'est la deuxième notion, donc c'est l'analyse et le stockage des données avec un grand volume. Donc ici, les données, ça peut être des données que ce soit structurées ou bien des données non structurées. Les outils qu'on peut utiliser, c'est Hadoop, Cassandra ou bien Apache Spark. On a aussi la notion de data science qui est la résolution de problèmes, l'analytique complexe et l'amélioration des analyses. Donc ça, c'est l'objectif principal. Donc, c'est un peu basé sur les données qui parviennent du business intelligence et aussi des données du big data. On peut utiliser
des langages de programmation tels que le Python ou bien le R, donc pour appliquer ces notions de data science. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les entreprises, ils se basent généralement sur des systèmes informatiques pour la collecte et le traitement des informations et des données. C'est ce qu'on appelle le système d'information. Mais il faut faire la différence entre le système d'information simple et le système d'information qui permet de prendre des décisions, qui donc permet de traiter, de diffuser l'information en vue d'offrir une aide à la décision. Donc, parmi les enjeux ou bien les problématiques, comme on a parlé tout à l'heure, c'est comment on peut améliorer le chiffre d'affaires, comment on peut cibler de nouveaux clients à l'étranger, par exemple, comment on peut anticiper pour mener une politique globale. Toutes ces questions, en analysant les informations qu'on a sur les systèmes informatiques, on peut utiliser des outils qui vont nous permettre de prendre des décisions pour répondre à ces questions. Donc, c'est ce qu'on appelle le métier de l'analyse de données. Donc, la première étape à faire, c'est d'analyser les données. Ces sources qu'on dispose, ça représente un petit trésor pour l'entreprise. Donc, elle a plein d'informations qui peuvent être à partir de plusieurs sources, telles que des bases de données. Ça peut être aussi même des sites web, des réseaux sociaux. Donc, toute cette collecte des données, comme vous voyez ici, ils seront manipulés et à la sortie, le output, donc ça va être un rapport qui permet à ces décideurs-là de voir le contenu de ces informations et qui va lui permettre de prendre des décisions pour que ce soit résoudre des problèmes ou bien même pour l'amélioration de leur affaire. Donc, la solution pour déverrouiller toutes ces données est d'être capable de les utiliser pour raconter une histoire. Donc, ici, les informations qu'on dispose, on va les déverrouiller, on va les représenter d'une manière spécifique selon le besoin des décideurs et on va essayer d'avoir une histoire qui permet de prendre les meilleures décisions commerciales. Donc, cependant, disposer de données, il ne suffit pas. C'est pas donc l'étape finale. C'est bien d'avoir ces données, c'est bien d'aller vers la numérisation et de disposer des systèmes informatiques qui vont collecter ces informations, mais ce n'est pas la dernière étape pour aider les décideurs. Donc, il faut pouvoir agir sur elles pour que cela aboutisse à des changements bénéfiques dans l'entreprise. Donc, l'analyse des données est le processus qui consiste à identifier, nettoyer, transformer et modéliser les données pour révéler des informations pertinentes et utiles. Donc, en effet, ici, on va se concentrer après sur ces étapes-là. Donc, on va identifier, c'est-à-dire quoi? On va définir les ressources des données utiles. Donc, si on a besoin, par exemple, de savoir quelque chose sur le service d'achat, de prendre des décisions sur le service d'achat, il faut essayer de maîtriser les sources de données qui vont aider à résoudre le problème posé. Donc, ici, la première étape consiste à identifier les données qu'on va utiliser. Après, ces données-là, ça peut être donc avec soit des répétitions, soit des cases vides, soit donc non structurées, etc. Donc, on va essayer à manipuler ces informations-là en utilisant des étapes de nettoyage ou bien de transformation. Et après, on va essayer aussi à créer des relations entre ces informations en utilisant l'étape de modélisation. Donc ici, à la fin, on va avoir des informations pertinentes et utiles qui servent à prendre les décisions. Donc les données sont ensuite élaborées en histoire sous forme de rapports d'analyse. C'est la dernière étape, c'est la visualisation et la représentation des données qu'on a manipulées et qui vont aider les décideurs à prendre des décisions critiques. Donc, la deuxième partie, ça consiste à l'architecture et la modélisation. Donc, en effet, le cycle de vie d'un projet BI, d'une façon générale, il se repose sur ces 4 étapes. Donc, la première étape, c'est de manipuler l'information.
Donc, ces données-là, ça peut être de plusieurs types. Donc, on peut avoir des données structurées. Donc, ces données-là, ça peut être à partir d'une base de données, des fichiers CSV, des fichiers texte. Donc, d'une façon générale, ce seront des données qui sont structurées. On peut aussi avoir des données qui sont semi-structurées. Donc, à partir, par exemple, des fichiers JSON, XML ou bien doc. Donc, ces données semi-structurées. Et même, on peut avoir des données qui ne sont pas structurées. Donc, unstructured data, comme les données qui parviennent à partir des réseaux sociaux et la collecte donc des informations externes. La deuxième étape, donc ça c'est le OLTP, c'est la source de l'information. La deuxième étape, ça consiste à manipuler ces informations. Donc on a le process ETL, donc c'est Extract, Transform and Load. Donc on va faire l'extraction des données à partir des ressources définies. On va essayer à obtenir ces informations-là. Après, donc, on va manipuler ces informations. On peut même créer donc des nouvelles relations entre les informations. Donc, c'est le process de transformation. Et la dernière étape, c'est de charger ces informations-là dans ce qu'on appelle le data warehouse, qui est la troisième étape dans le cycle de vie du projet BI. Donc, le data warehouse ici, il va contenir les données qu'on a déjà nettoyées et transformées. Et donc, ici, on peut créer un petit stockage de données qui va servir directement vers la visualisation. Donc, la quatrième étape, ça consiste à la visualisation. Donc, on peut ici créer que ce soit des dashboards, par exemple, sur desktop ou bien sur web, et on peut même aller vers des versions mobiles qui seront partagées par les concernés, les utilisateurs concernés. Donc ici, on a parlé des sources de données. Donc, on va essayer de voir c'est quoi la différence. Désolé, donc ici, dans la première étape, on a les sources de données originaux qui sont les OLTP, qui peut être donc une base de données. Et on a après, avant la visualisation, l'information, elle va être extraite from le OLAP. Donc, c'est à partir du OLAP qu'on va lire l'information qui sera affichée sur le rapport. Donc, on va essayer de voir la différence entre ces deux sources de données. Donc, les bases de données, de façon générale, ce sont les systèmes OLTP. Donc, c'est le Online Transaction Processing. Donc, qui permet que ce soit d'insérer, modifier ou bien interroger des informations rapidement, efficacement et en sécurité. Donc, deux objectifs principaux, que ce soit d'ajouter une information sur la base de données, retrouver, on va chercher donc cette information, ou bien on peut même supprimer des enregistrements qui sont toujours repérés par une clé. Donc, comme ici, par exemple, on a le prénom du client Jane, etc., avec ces informations, ils sont repérés par le ID client qui est numéro 1 ici. Donc, on peut utiliser cet ID pour que ce soit ajouté ou bien chercher ou bien faire des manipulations sur la base de données. Donc, ces opérations doivent pouvoir être effectuées très rapidement et par de nombreux utilisateurs simultanément. Donc ici, la base de données, ça peut être partagé par un ensemble d'utilisateurs de l'entreprise et chacun, donc, il va, que ce soit faire ces opérations, donc d'insérer, modifier, interroger ou bien même supprimer sur la base de données. Donc, elle est utilisée par de nombreux utilisateurs simultanément. Par contre, les entrepôts de données, qui sont les data warehouses, sont des systèmes conçus pour l'aide à la prise de décision. Donc, les objectifs principaux sont de regrouper, organiser, coordonner des informations provenant de sources diverses. Donc, ici, on va essayer de voir la différence, s'il vous plaît, entre les deux. Donc, tout à l'heure, on a dit qu'on peut insérer, chercher, supprimer, etc., de l'information. Sur le data warehouse, donc, on va essayer de créer des relations entre ces informations à travers ces étapes. Donc, que ce soit regrouper, organiser, coordonner les informations à partir des sources initiaux.
Donc, les intégrer et les stocker pour donner à l'utilisateur une vue orientée métier. Donc, le data warehouse, il est conçu pour répondre aux besoins des décideurs. Donc, on ne va pas utiliser l'information telle qu'elle est à partir de la base de données, mais on va prendre cette information, on va le mettre dans un data warehouse qui sera conçu spécialement pour la demande de décideurs ou bien pour donc la visualisation de ces informations. Donc, on peut, par exemple, négliger des parties de l'information. Donc, on n'a pas besoin de toutes les données. On a besoin, par exemple, des prix de vente. On n'a pas besoin des autres données de la base de données. On va juste extraire le prix de vente et on va le mettre dans le data warehouse et on va créer des relations avec d'autres informations dans le data warehouse qui servira comme les sources de données pour l'affichage après pour le dashboarding. Donc, retrouver et analyser l'information facilement et rapidement. Donc, ça, c'est un peu la comparaison entre les deux. Donc, le OLTP, c'est donc qui est partagé, on a dit, par plusieurs utilisateurs, donc qui donc permet donc chaque transaction de travail sur de faibles quantités d'informations et toujours sur les versions les plus récentes des données. Par contre, le OLAP, les data warehouses sont basés sur le système OLAP. Donc, ce système travaille en lecture seulement dans le but de consulter et analyser une quantité de données importante. Donc, le OLTP, c'est orienté transaction. Par contre, le OLAP, il est orienté analyse. Pour le OLTP, donc il est orienté application. Le OLAP, il est orienté sujet, on a dit selon le besoin. Donc ici, on a les données courantes sur le data warehouse. On a besoin des données historisées, par exemple pour comparer les ventes par rapport à plusieurs années anciennes, donc par exemple par rapport à l'année précédente ou bien par rapport à 5 ans précédents. Donc, on a besoin d'un historique. Donc, ce sont des données détaillées pour l'OLTP. Par contre, ici, on a dit qu'on va créer des relations, donc on aura des données agrégées. On a aussi des données qui sont évolutives pour le OLTP et des données statiques pour le OLAP. Pour l'OLTP, on a dit que c'est partagé par des utilisateurs nombreux. Donc, pour le OLAP, c'est un peu le nombre d'utilisateurs, il est réduit par rapport au OLTP. Le temps d'exécution, donc ici, il est court. Pour le OLAP, donc il est plus lent. Pourquoi? Parce que l'information, elle doit parvenir d'une source initiale. Après, elle va être sur le data warehouse, il y aura donc des calculs sur le data warehouse. Donc ici, le process de temps, il est plus lent. Donc, on a dit que sur le OLAP, on peut créer des relations entre les différentes informations. Comme vous voyez ici un exemple, c'est ce qu'on appelle la notion de cube. Donc, le cube, ça consiste à quoi? C'est de représenter l'information dans un hypercube à n dimensions. Donc, par exemple, si on va visualiser les ventes des produits selon les pays et en même temps, on veut voir ça selon le temps. Donc, on peut, par exemple, voir les ventes des laptops sur les différents pays et aussi selon l'axe de temps. Donc, on peut voir sur les différents trimestres ou bien les quarters, donc pour voir l'évolution des ventes d'un produit. Donc ici, on a créé une relation entre la quantité de vente de ce produit-là sur la zone géographique et aussi sur l'axe temporel. Donc, on a créé N relations entre les informations. Donc, pour la maintenance du data warehouse, donc les données de l'entrepôt, ils sont stockées sous forme de vues matérialisées sur les différentes sources de données. Donc ici, l'enjeu, c'est de faire des mises à jour, de faire des updates sur les données. Donc, on va choisir une fréquence et selon cette fréquence-là, il y aura un mise à jour des données d'une façon périodique. Donc, cette période, elle sera définie par les administrateurs. Donc, par exemple, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, selon le vœu du décideur, comment il veut suivre ces données-là.
On est arrivé maintenant à la feuille de route, donc on va parler spécialement sur les différentes étapes pour la réalisation d'un projet BI. Donc, comme on a dit, il y a principalement 4 étapes. Donc, la première étape, c'est de faire la liaison avec les sources des données, c'est la connexion aux données. La deuxième étape, c'est la préparation des données. La troisième étape, donc, c'est la modélisation et la création des relations entre des données. Et la quatrième étape, c'est la visualisation et le reporting. Donc, la première étape qui est la préparation. Donc, ici, l'analyste de données, il passe généralement plus de temps sur les tâches de préparation et de modélisation. L'utilisation de données inappropriées ou incorrectes peut avoir de lourdes conséquences, à savoir la création de rapports inexacts. En effet, ici, donc, je vais insister sur cette étape qui est une étape très importante parce que la finalité, donc, c'est de voir ce dashboarding ou bien la visualisation. Elle se base sur le choix des données, de créer donc des données appropriées, d'avoir les données appropriées. Donc, la première étape qui est la préparation, c'est elle qui est liée directement au résultat. Donc, si on n'a pas bien choisi les données et la forme des données en premier lieu, on n'aura pas l'objectif final. Donc, avant la création d'un rapport, les données ils doivent être préparées tout d'abord. Donc, la préparation des données est le processus de profilage, nettoyage et de transformation de vos données pour qu'elles soient prêtes à être modélisées et visualisées. Donc, comme vous voyez ici, on a profilage, nettoyage et transformation. Donc, c'est les étapes de préparation des données. Donc, ça consiste en fait de prendre des données brutes, donc à partir de leurs sources initiaux, et de faire des transformations sur ces informations afin d'être fiables et compréhensibles. Donc, cela implique de vérifier l'intégrité des données. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on peut avoir par exemple des données manquantes, de corriger les données inappropriées ou bien inexactes. Donc, on peut par exemple avoir des répétitions, on peut avoir par exemple la forme de données qui n'est pas appropriée. Par exemple, la date, elle est affichée en tant que texte. Donc, on va modifier la forme des données d'une façon appropriée pour la manipuler après. Donc, on peut aussi identifier les données manquantes, de convertir les données d'une structure à une autre ou bien d'un type à un autre, ou même tout simplement d'améliorer la lisibilité des données. Donc, toutes ces opérations, on va les faire dans la première étape qui est préparation des données. Donc, en effet, le Power BI, qu'on va le voir après, donc ça permet de faire facilement cette étape. Donc, ça consiste à se connecter aux différentes sources de données. Donc, on aura ici les données et on peut, que ce soit visualiser ou bien d'appliquer des outils pour savoir, donc, est-ce que ces données-là, ils sont appropriées? Est-ce qu'il y a des valeurs manquantes? Est-ce qu'il y a des valeurs qui ne sont pas de la même forme que les autres, etc. Donc, on peut facilement appliquer ces étapes de préparation des données. La deuxième étape, on a dit que on va créer un modèle. Donc, en effet, le modèle, ça permet de créer des relations entre les différentes données. Je reviens sur l'exemple de tout à l'heure. Par exemple, si on va visualiser les ventes d'un produit et on veut aussi voir les vendeurs qui ont donc permet d'avoir le plus tôt de vente de ce produit-là. Donc, ici, on doit avoir une relation entre les produits et les vendeurs. Donc, parmi les choses qu'on peut utiliser aussi sur Power BI, c'est de créer des relations entre des différents paramètres des données. Donc, une fois que les données sont dans un état correct, après l'étape de préparation, elles sont prêtes à être modélisées. Donc, la modélisation des données est le processus qui consiste à déterminer la façon dont vos tables sont liées les unes aux autres. Pour exécuter ce processus, on définit des relations entre les tables pour améliorer le modèle en configurant des métriques et en ajoutant des calculs personnalisés pour enrichir les données. Donc, parfois ici, on peut ajouter
des données supplémentaires qui sont calculées sur, par exemple, Power BI, qui seront calculées pour créer des relations qui n'existent pas sur les informations initiales. Donc, on peut, par exemple, ajouter des métriques de calcul pour créer des relations qu'on a besoin pour l'affichage. Donc, si le rapport s'exécute lentement ou que les actualisations prennent beaucoup de temps, il faut revoir les tâches de préparation et de modélisation des données afin d'optimiser le rapport. Donc ici, pour l'affichage, on doit accéder à l'information. Donc, si on a créé des relations complexes, pour arriver à l'information, le rapport, il va prendre beaucoup plus de temps, il sera lent dans l'affichage et dans la mise à jour parce que le modèle qu'on a fait, donc ce n'était pas approprié. Ça peut être aussi à partir de l'étape de préparation ou bien l'étape de modélisation. Donc, il faut, si on a trouvé des problèmes lors de l'affichage du rapport, il faut aller en arrière pour corriger s'il y a donc des fautes qui sont faites sur le modèle. Donc, ce n'est pas en fait des fautes, mais il faut améliorer le modèle qu'on a créé afin de résoudre ces problèmes. Donc, les modèles, donc ça peut être de plusieurs types. Donc, on a par exemple le modèle qui est sous forme de schéma en étoile. Donc, en effet, ici, on a une table de faits centrale qui est liée à des tables de dimensions. Donc, par exemple, ici, la table de faits qui contient les différents, par exemple, ID date, qui sera lié à la dimension date par le ID date et qui contient aussi l'information du mois. Le KPI, par exemple, il sera lié à la dimension pays par le KPI. Donc, ça, c'est le paramètre avec lequel on peut créer l'information et on peut avoir donc l'information de pays et de ID pays. Les vendeurs aussi, donc on peut être lié à la dimension des vendeurs en utilisant le key vendeur et on peut accéder à l'information donc du ID vendeur et du nom de vendeur. Donc, ici, on a une table de faits centrale qui permet, donc, qui est liée en fait aux différentes dimensions. Donc, c'est quoi l'avantage de cette modélisation? Donc, il existe une table de dimensions pour chaque dimension avec tous les niveaux d'agrégation. Pas de relation entre les dimensions. Comme vous voyez ici, il n'y a pas de relation entre les dimensions. Petit nombre de jointures, faible complexité de requêtes et donc le temps d'exécution de requêtes, il sera faible ici. Donc, il est préférable parfois d'utiliser le schéma en étoile. On peut aussi trouver d'autres schémas de modélisation comme le schéma en flocon. Donc, on a ici une table de faits qui est liée aux différentes tables de dimensions, mais on peut aussi avoir des dimensions qui sont liées entre eux. Donc, comme ici, par exemple, la table de faits est liée à la dimension du produit, mais on a donc des catégories de produits. Donc, la dimension du produit, elle est liée à la dimension de catégorie en utilisant le key catégorie. Donc ici, plus facile à maintenir, plus lent lors de l'interrogation parce qu'on doit passer vers cette dimension à travers cette table de dimensions. Donc, il y aura plus de temps d'exécution. Grand nombre de jointures qui va permettre donc de minimiser la redondance et plus d'informations. On peut accéder à plus d'informations. On peut aussi avoir une modélisation en constellation. Donc ici, la table de faits, ça n'existe pas une seule table de faits. On peut avoir plusieurs tables de faits qui sont liées aux différentes dimensions et même on peut trouver des dimensions qui sont liées à des dimensions directement. Donc ici, par exemple, la table de faits de vente, elle est liée à la dimension de produit en utilisant le key produit. Et aussi la table fait de stockage, elle est liée aussi à la table de produit à travers le key produit. La dernière étape, ça consiste donc à la visualisation. Donc, après la préparation des données, la modélisation, donc on a tout préparé, on peut afficher ces données-là en choisissant bien sûr les visualisations appropriées et qui sont préférées par les décideurs. Donc, on a une variété
de représentation. Donc, on peut utiliser des modèles de couleurs, on peut utiliser des polices et des tailles différentes, on peut utiliser des visuels adaptés aux données, donc selon le type de données. Donc, comme vous voyez ici, c'est une capture de rapport. Donc, on peut utiliser plusieurs façons à représenter les données qu'on va voir par la suite. Donc, parmi ces visualisations, donc on peut avoir des visualisations un peu plus dynamiques en utilisant par exemple les bookmarks. Donc, on peut balayer d'une page vers une autre du rapport en utilisant ces boutons-là. On peut aussi avoir ce qu'on appelle les slicers. Donc, en sélectionnant ici le produit, donc on aura un changement sur la représentation. Donc, on peut afficher les données appropriées pour chaque produit en utilisant ce slicer. Donc, ça va donner une façon plus interactive du rapport. Donc, si on a obéi aux demandes et aux objectifs des décideurs et on a présenté donc, ces données-là de façon appropriée lors de l'étape de visualisation, donc il va y avoir après l'étape d'analyser. Donc, en fait, c'est que ce soit pour les décideurs ou bien pour les spécialistes d'analyse de données. Donc, on va essayer à comprendre et à interpréter ces informations-là qui sont représentées dans le rapport. Et la dernière étape, c'est de gérer. Donc, c'est le Power BI qui se compose de nombreux éléments, parmi lesquels les rapports, les tableaux de bord et les espaces de travail, donc des jeux de données, etc. L'analyste de données, il est responsable de la gestion de ces ressources et de la supervision, du partage, de la distribution d'éléments tels que les rapports et les tableaux de bord, en garantissant la sécurité de ressources des données. Donc, ici, on va voir que aussi parmi les rôles donc, de l'analyste des données, c'est qu'il, lorsqu'il va concevoir ces rapports-là, il peut aussi donner des fonctionnalités selon donc, des autorisations. Donc, il peut donner l'autorisation à un décideur de voir toutes les données. Par contre, par exemple, aux différents chefs d'équipe, par exemple, de voir des données qui les concernent seulement et de ne pas avoir d'autres données. Donc, selon une gestion de sécurité et d'autorisation, il y aura donc un changement de la visualisation selon l'autorisation. On est arrivé maintenant, donc tout ça c'est une petite notion fondamentale sur le BI d'une façon générale, du Business Intelligence. On va voir un outil qui est utilisé, c'est un parmi les outils, donc ce n'est pas le seul outil qui est utilisé pour le BI, mais donc c'est un outil puissant qui est le Power BI, représenté par Microsoft. Donc c'est un ensemble de services logiciels, d'applications et de connecteurs qui fonctionnent ensemble pour transformer des sources de données sans rapport en un site cohérent, visuellement immersif et interactif. Donc, c'est le même principe qu'on a parlé maintenant. On va essayer à partir des données de donner sens à ces informations-là et de les représenter sur des visuels interactifs. Donc, le Power BI permet d'interagir facilement avec les sources de données, de visualiser, de découvrir les éléments importants et de partager ces informations avec des personnes ou publiquement. Donc, on va voir que ça permet aussi d'avoir une version web ou même une version mobile qui peut être partagée par les différents utilisateurs. Donc, le Power BI, il se compose d'une version desktop, donc c'est une version d'application de bureau. Donc, on peut télécharger le Power BI et on aura cette version de desktop. On a aussi un service en ligne, donc c'est appelé service Power BI, donc c'est un software as service ou logiciel en tant que service. Donc, on peut consulter le rapport qu'on a fait sur la version desktop, on peut le publier sur une page web, on peut le consulter et on peut donc voir les données qu'on a fait sur la version desktop. Et on peut même rendre ça sous forme d'une application mobile. Donc, c'est l'application mobile Power BI qui est disponible sur tous les appareils avec des applications BI mobile natives pour Windows, iOS et l'Android.
Donc, ces trois éléments, le desktop, le service et le mobile, il permet aux utilisateurs de créer, tout d'abord, donc c'est de créer ces rapports-là, aussi donc de partager avec les utilisateurs et de consommer ces sources de données via donc les applications mobiles. Donc, on peut avoir la version desktop qui sera publiée et partagée par des différents utilisateurs qui est consommée sur, que ce soit la version service sur le web ou bien sur la version mobile. Donc, les étapes de réalisation du projet BI avec l'outil Power BI, c'est les mêmes étapes qu'on a vues sur le cycle de vie d'un projet BI d'une façon générale. La première étape, c'est quoi? C'est de collecter les informations. Donc, on va essayer à importer les données. Fusionner des données, c'est de créer des relations. Donc, en utilisant un outil qui est garanti par le Power BI, c'est le Power Query. Donc, le Power Query, ça permet de faire les manipulations sur les données. Donc, en premier lieu, on va importer ces informations, on va se connecter aux différentes sources des données. Donc, ça peut être aussi avec une grande variété de sources de données, comme on a dit tout à l'heure. Donc, ça peut être des fichiers texte, des fichiers XML, JSON, Excel, etc. Donc, on peut aussi se connecter sur des bases de données. On peut même se connecter sur des clouds. On peut se connecter sur des données qui existent sur un site web. On va voir après donc, les différentes sources de données. Donc, le Power Query, il permet de manipuler ces données-là, de fusionner les données. Et après, donc, on peut faire la modélisation. On peut créer donc, les relations entre les données et créer un modèle. Et on peut aussi restituer ces informations-là sur un tableau de bord ou bien sur des graphiques en utilisant donc la partie Power View. Donc ici, c'est Power Query, Power Pivot et le Power View pour la visualisation. Après, donc, on peut publier ce rapport-là, que ce soit sur le Power BI service ou bien on peut aussi même avoir un accès sur une version mobile. Donc, selon bien sûr, donc les versions ne sont pas tous gratuites. Donc, le Power BI Desktop, il est gratuit, mais il est limité à des tailles, manipulation de taille de données. Et pour le Power BI Service et le Power BI Mobile, donc c'est payé. On doit payer. Donc, les avantages et les inconvénients de Power BI, donc ça permet la prise en main simple et rapide. C'est une version gratuite de desktop. Donc, le prix, il est concurrentiel sur le marché. Donc, on a qualité de mise à jour de la visualisation, donc une bonne qualité de mise à jour. Pour les inconvénients, donc pas de partage en version gratuite. Taille de données, donc c'est limité à 10 gigaoctets de stockage de données dans le cloud pour la version payante, contrairement à ses concurrents comme le ClickView ou bien le Tableau qui offre au moins 30 gigaoctets. Donc, pour pouvoir travailler avec cet outil, il suffit donc de télécharger le Power BI Desktop que vous pouvez trouver facilement sur le site de Microsoft en utilisant un compte Microsoft. Donc, vous pouvez télécharger le Power BI Desktop et on peut aussi utiliser des outils externes pour le Power BI. Donc, j'ai mis ici 2 liens qui vous permettent, donc, que ce soit de télécharger le Power BI Desktop ou bien de télécharger des outils externes. Donc, dans cette première séance donc, de ce séminaire, on va juste voir un aperçu sur le Power BI. Donc, il y aura aussi, comme va nous confirmer après Malek, donc il y aura une série d'autres séminaires qu'on va s'intéresser à la réalisation d'un projet pratique donc, sur le Power BI. Aujourd'hui, donc, on va essayer de balayer les différentes parties et les différentes fonctionnalités de cet outil. Donc, dans Power BI Desktop, après le téléchargement, vous aurez donc cette interface. Il y a principalement 3 parties. On a donc ici le vue de rapport qui
permet donc de voir la visualisation. On a le vue des données qui permet donc d'afficher le contenu des données et on a le vue du modèle qui permet donc de réaliser la partie modélisation. Donc, on a ici un ruban là où il y a donc des différents outils qu'on peut utiliser. Donc, on peut se connecter à des ressources des données. On peut donc manipuler aussi ces informations-là. Dans la partie 3, ici, on peut créer plusieurs pages pour la vue de rapport. On a ici dans la partie 4, ici, puisque c'est sélectionné sur la vue de rapport, donc on aura les différents outils de visualisation qu'on peut utiliser. Et sur le champ ici, la 5e zone, on aura les données. Donc, par exemple, si on a téléchargé une table de données, on aura les différents champs de données ici qui vont être affichés. Donc, on va essayer d'avoir un exemple. Donc, c'est un exemple qui permet d'analyser des données Excel à l'aide de Power BI Desktop. Donc, dans cet exemple, on va utiliser des données appartenant à une entreprise, AdventureWorks. Donc, on va supposer qu'on a ces données sous forme de fichier Excel et on veut répondre à ces questions. Quel jour y a-t-il eu le plus de ventes en février 2019 à partir des données de vente? Dans quel pays ou bien région la société rencontre-t-elle plus de succès? Quelles sont les catégories de produits et les types de revendeurs dans lesquels l'entreprise doit continuer à investir? Donc, vous voyez ici, ces questions sont des questions de décision stratégique. Donc, les décideurs, à partir de la visualisation des informations sur le Power BI, peuvent facilement prendre des décisions et résoudre les problèmes posés. Donc, en utilisant la source initiale, par exemple, des fichiers Excel, on va rencontrer plusieurs difficultés à avoir des réponses à ces questions. Par contre, en utilisant le Power BI, en utilisant les différentes étapes qu'on a décrites maintenant, on peut facilement donc résoudre ces problèmes. Donc, on va essayer de voir comment on peut préparer, créer un rapport et à la fin publier ce rapport. Donc, j'ai mis aussi ici un lien là où vous pouvez trouver et télécharger les données donc sous forme de fichier Excel. C'est les données donc de cette société, AdventureWorks, qu'on va avoir comme source de données. Après, donc, on va essayer avec le Power BI, on va essayer à se connecter à ces fichiers Excel et à faire le load de ces données-là sur le Power BI. Donc, en premier lieu, on peut précéder donc l'étape de versement de ces données-là sur le Power BI par une étape de préparation ou bien de transformation. Donc, ici, en premier lieu, on va se connecter aux données à partir du ruban. Ici, il y a donc obtenir des données. Donc, on va balayer ici les différentes sources de données possibles sur lesquelles on peut faire l'extraction des données. Vous pouvez trouver ici Excel, vous trouvez Web, CSV, etc. Donc, si on a la source de données, c'est Excel, on va sélectionner Excel ici et on aura cet affichage-là. Donc, c'est les tables du fichier Excel qui va s'afficher dans cette partie. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux façons à faire. Si on va changer ou bien créer des transformations sur ces données-là, on va sélectionner ici « Transformer les données ». Si on n'a pas besoin donc de faire des transformations et on a déjà des données qui sont bien nettoyées et qui sont significatives, on va justement faire le chargement des données. Donc, si on a sélectionné « Transformer des données », on va passer à un deuxième outil, c'est le éditeur Power Query qui va s'ouvrir ici et il nous permet donc de faire des manipulations sur ces données-là. Donc, on va supposer qu'on a sélectionné Transform Data. Juste une remarque ici qu'on peut sélectionner les données qu'on a besoin. Donc, on peut sélectionner les tables avec lesquelles on va travailler. Donc, ça peut être toutes les tables ou bien quelques tables qu'on a besoin à manipuler ces données. Donc, ici, le Power Query qui s'est ouvert ici. Donc, sur le Power Query, on aura
aussi d'autres outils qu'on peut utiliser pour manipuler les informations. Comme vous voyez ici, donc on a des différents outils de transformation. Donc, par exemple, fractionner la colonne. Donc, on peut diviser, par exemple, la colonne, ici, par exemple, secteur public. On peut utiliser un séparateur d'espace pour créer ici deux colonnes si on a besoin, bien sûr, à séparer les données. Parfois, on aura sur les données un exemple d'adresse. Donc, il y a une adresse complète avec donc le numéro de la maison, la rue, la ville, etc. Et on a besoin, par exemple, seulement de la ville. Donc, on peut faire fractionner les colonnes en utilisant un séparateur spécifique et on peut extraire l'information de la ville et négliger les autres informations. Donc, ça, c'est un exemple. On peut aussi créer des regroupements. On peut changer les types de données. Donc, comme tout à l'heure, j'ai dit que, par exemple, on peut avoir ici l'affichage de type de données sur cette colonne. Par exemple, ça peut être des chiffres qui sont considérés en tant que texte. Après, dans l'affichage sur le rapport, on aura des problèmes. Donc, il vaut mieux faire la correspondance entre les données contenues sur la table et le type de données qui est affiché sur les en-têtes. Parfois aussi, on peut avoir l'en-tête qui est sur la première ligne. Donc, il faut avoir le header ou bien l'en-tête du tableau donc en haut. Donc, on peut faire toutes ces manipulations sur les données. Quelque chose qui est très intéressant sur le Power BI, que toutes les étapes qu'on a appliquées, que ce soit les modifications qu'on a fait, les extractions, etc., toutes les étapes, ils seront enregistrés sur cette partie-là. Donc, si par exemple, j'ai modifié ici le type de données, il y aura une instruction ici qui affiche type modifié. Donc, si après manipulation, j'ai décidé que je vais garder le premier type de données, c'est simple, donc juste je reviens à cette étape et je dois la supprimer tout simplement. Donc ça permet d'avoir un historique sur les manipulations des données. Donc si même le travail il est partagé par toute une équipe, donc chacun il peut savoir l'autre qu'est-ce qu'il a fait comme manipulation sur les données. Donc une fois on a fait la première étape de préparation, on va sur donc, le Power Query, donc on va fermer cette partie-là. Donc, il y a fermer et appliquer. On a terminé le nettoyage et la préparation, ainsi de suite. Donc, on va fermer et appliquer. On va enregistrer les données qui vont être chargées, en fait. On va revenir sur la fenêtre initiale de Power BI pour retrouver les données qui sont déjà nettoyées. Donc, d'autres outils ici aussi qu'on peut utiliser sur le Power Query à titre indicatif. Donc, il y a des manipulations de colonnes, comme par exemple, on peut ajouter une nouvelle colonne pour faire d'autres calculs supplémentaires, comme on a dit tout à l'heure. Donc, on a besoin parfois d'avoir plus d'informations. Donc, on peut créer donc, des calculs supplémentaires sur les données. On peut créer des fonctions de calcul. Donc, on a des variétés. Donc, on peut aussi avoir des fonctions mathématiques, fonctions trigonométriques. On peut aussi avoir des sommations, etc., des différentes colonnes. Donc, il y a plusieurs manipulations sur les colonnes des tables de données. Donc, ça, c'est parmi les étapes qu'on peut faire. C'est modifier le type de données. Donc, on va sélectionner la partie qu'on veut modifier. Donc, on va modifier le type. On a une variété de types de données qu'on peut avoir, nombre décimal fixe, des nombres entiers, des pourcentages sous forme de date et heure. Donc, on peut aussi avoir des différentes formes de date, d'affichage, selon bien sûr les décideurs, comment donc ils veulent avoir la forme de la date. On peut aussi afficher l'heure, supprimer l'affichage de l'heure. Donc, il y a plusieurs façons à représenter l'information. Comme on a dit tout à l'heure, il faut s'assurer que l'information, donc, il n'y a pas donc des paramètres manquants, il n'y a pas des répétitions. Donc, on a ici une partie qui permet d'avoir un aperçu sur les natures de données.
Donc, ici, on peut afficher les white space, on peut afficher la qualité des colonnes, on peut afficher la distribution des colonnes, on peut afficher le profil des colonnes. Donc, ça, c'est tout dans la partie Data Preview. Comme vous voyez ici, on peut avoir donc quel est le pourcentage donc, des cases vides, quel est le pourcentage des valeurs uniques, est-ce qu'il y a des répétitions ou non, est-ce qu'il y a des cases vides ou non. Donc, ça nous permet d'avoir un aperçu sur la nature de données qu'on a faire le load. Donc ici, s'il y a des problèmes, on doit les résoudre avant de passer au rapport. Voilà, donc ça, c'est un zoom sur l'aperçu. Donc, valide. Donc, est-ce que tous les cases sont valides? Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce qu'il y a des cases vides? Donc, on peut ici faire des manipulations si on a trouvé des problèmes. Donc, par exemple, on peut éliminer les cases vides, on peut éliminer les duplicates, les répétitions, on peut faire remove des erreurs là où il y a des erreurs, on peut remplacer, par exemple, s'il y a une case qui s'affiche avec une erreur, on peut par exemple modifier le contenu de cette case, on va agir directement sur le problème. Donc, ce sont des différents outils qu'on peut utiliser donc, pour faire l'étape de préparation. Voilà, donc tout ça, c'est des manipulations. La distribution ici des colonnes, donc on peut avoir, est-ce que ça contient des valeurs distinctes ou bien des valeurs uniques. On peut aussi avoir le max et le min des informations. Par exemple, si on a colonne de date, on peut voir quelle est la plus ancienne date et quelle est la date la plus récente. Donc, on va supposer qu'on a sur l'exercice, donc c'est sur le même exercice ici, qu'on a les colonnes qu'on a téléchargées et on veut donc vérifier si les colonnes, ça correspond bien à ces types de données. Donc ici, sur le Power Query, on va vérifier colonne par colonne, est-ce que ça correspond bien à ces natures de données. Donc, si vous allez télécharger les données, vous pouvez faire cette étape. Une fois donc qu'on a tout fait sur le Power Query, on a dit qu'on va fermer et appliquer et on va revenir sur les 3 zones de Power BI. Donc, on va passer à la deuxième étape qui est la modélisation des données. Donc, sur cette partie-là de modèle, on peut donc afficher le modèle qu'on a créé. Donc, s'il y a des relations manquantes, ça nous permet aussi, dans cette zone-là, d'accéder à créer ces relations. Donc, il va déduire automatiquement les relations, mais parfois, donc, s'il y a, par exemple, ici, par exemple, si on a le nom qui n'est pas le même, qui est utilisé sur la table Sales, par exemple, et sur la table Date, il ne va pas trouver automatiquement la correspondance. Ici, les relations, ils sont créées selon le nom. Donc ici, par exemple, je vais chercher, c'est, par exemple, c'est le reseller key, par exemple. La liaison, elle est faite basée sur le reseller key qui est répété dans cette table et dans cette table. Donc, il va créer une liaison entre les deux tables automatiquement. Mais si, par exemple, ici, le reseller key, donc la colonne, elle ne porte pas ce nom-là, le header ici, donc ce n'est pas le même, il ne va pas créer automatiquement la relation. Donc, on peut changer, que ce soit on va changer ici le header ou bien on va créer les relations d'une façon manuelle. Donc, ça nous donne l'accès à créer les relations. Il suffit donc de glisser un nom ici vers le correspondant, vers la table de fait pour créer ces relations. Et il faut surtout vérifier le sens de filtrage. Donc ici, par exemple, on a relation one to many. Donc ici, il faut vérifier que ça va filtrer dans ce sens ou bien dans l'autre sens. Donc le sens de flèche ici, ça permet de vérifier le sens de la relation.
Donc, ça, c'est un exemple pour créer donc, une relation. Donc, toutes les tables de dimension sont liées à table de fait par une relation, à l'exception de la table date. Comme vous voyez ici, il n'a pas affiché une relation avec la table date. On va essayer à faire ça manuellement. Donc, c'est à nous de créer cette relation. Donc, on va faire juste un glissement de date key de ce côté-là vers le order date key sur la table de sales. Donc ici, on va glisser à partir de date key vers le order date key pour créer la relation entre les deux. Si on va sur ces données-là, le order date key, en fait, il est basé sur la date. Donc, on peut créer cette relation. Voilà, donc pour le Power BI, en fait, il va considérer, si on a créé plusieurs relations, il ne va pas considérer toutes les relations, mais il va considérer une seule qui est valide et les autres, ils ne seront pas actifs. Donc, c'est celle-là qui est active et les autres qui est par des traits interrompus, donc ils ne seront pas actifs. Donc, une somme, par exemple, de sales amount, elle est calculée basée sur la date de commande et non par la date d'échéance ou bien date d'expédition. Donc, ici, dans les relations qu'on a créées, il faut chercher quelle est la relation qu'on a besoin dans l'affichage. Un autre paramètre qu'on peut utiliser aussi sur le Power BI, on a dit que parfois, on a besoin de faire des calculs qui n'existent pas sur la version initiale des données. Donc, on peut utiliser un outil qu'on appelle DAX et peut-être qu'on aura un séminaire spécifique parce que c'est une partie très intéressante et très riche par des différentes commandes de programmation. Donc, c'est un outil qui permet d'avoir des fonctions qui sont prêtes pour des calculs, que ce soit mathématiques ou bien des calculs de temps ou bien des calculs même avec des fonctions donc, de finance, etc. Donc, qui permet de faciliter la manipulation des données. Donc, c'est ce qu'on appelle l'outil DAX. Donc, c'est des commandes, comme vous voyez ici, basées sur des fonctions qui sont déjà prédéfinies sur le Power BI. Par exemple, ici, le problème, c'est quoi? C'est qu'on va créer une relation sur le total de ventes, c'est par rapport à la date de commande. Donc, on va utiliser la table de données sales, c'est la table de vente ici. Dans cette table-là, on va extraire le champ, donc sur le table vente, on a un champ, colonne, qui est le sales amount. Donc, c'est les ventes, le total de vente, le prix de vente total. Donc, on va essayer de calculer le total de vente par rapport à quoi? Par rapport à due date key. Donc, c'est par rapport à la date d'échéance. Donc, on va créer une relation entre les deux tables ici et on va calculer la somme à partir de ce champ-là et de ce champ-là. Donc, ça, il est permis par cette fonction DAX. Donc, on va créer une mesure, ce qu'on appelle une mesure, une nouvelle mesure, qui va permettre de manipuler les données qui existent sur les différentes tables. Donc, on a créé une nouvelle relation entre la table sales et la table date. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on a parfois besoin seulement des données spécifiques à la représentation. Donc, pour alléger un peu la modélisation sur le Power BI, donc on peut parfois masquer les champs. Donc, par exemple, sur la table date, il y a plusieurs champs. Sur la table 16, il y a plusieurs champs. Donc, parfois, on n'a pas besoin de toutes ces données-là. On peut facilement masquer ces données-là. Ils ne seront plus affichés ni sur le modèle, ni sur la partie visualisation des données.
On peut aussi organiser le travail en créant ce qu'on appelle des hiérarchies. Donc, on peut créer des hiérarchies, par exemple, dans le paramètre date. Donc, on va mettre les quarters, les mois et la date sous un dossier qu'on va le nommer date. Ça va faciliter après la création des rapports. Donc, une fois qu'on a utilisé ces différentes manipulations, il y en a aussi d'autres qu'on peut les voir avec des projets qui sont plus pratiques, non pas seulement donc sur des représentations comme ici. Donc, une fois qu'on a manipulé ces données-là, on peut aller vers l'étape de la création du rapport. Donc, la création de rapport, on va revenir sur la troisième zone qui est vue rapport, qui va nous permettre d'avoir cet affichage des outils de visualisation. On va juste choisir l'outil de visualisation approprié aux données. Donc, c'est en se basant sur la nature de données, on va choisir la visualisation efficace. Comme ici, par exemple, on a choisi de visualiser les données sous forme de matrice. On a juste sélectionné les champs qu'on veut afficher. Par exemple, on va afficher les pays et on va afficher le montant des ventes selon les pays. Donc, vous voyez ici sur la matrice, on a les pays et on a les montants des ventes qui seront affichés. En fait, on peut aussi donc sélectionner les champs, comme vous voyez ici. Donc, on peut sélectionner plus de détails. Donc, sur, par exemple, le pays. Donc, on peut avoir ici des couleurs, donc couleur du produit. Donc, on peut afficher selon le couleur de produit, donc le total des ventes et aussi par rapport au pays. Donc, ici, couleur de produit par rapport au pays et total de ventes. On peut utiliser des histogrammes et des histogrammes empilés donc pour comparer par exemple les ventes de deux produits donc sur un pays. Donc par exemple sur les États-Unis, on va comparer les ventes de deux produits en même temps. Donc les histogrammes empilés, ils seront des afficheurs appropriés pour ce type de données. On peut aussi utiliser des courbes donc en R. Donc, il y en a plusieurs donc, façons de courbes qu'on peut l'utiliser. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle les graphiques en anneaux et les tree maps. Donc, pour des visualisations qui sont plus simples, il y en a parfois des décideurs qui ne veulent pas voir des détails, des chiffres. Donc, ils veulent avoir une approximative. Donc, quel est le produit qui est en train d'être le plus vendu? Par exemple, il va juste voir la section ici qui est plus grande en couleur que les autres sections. Donc, ça sera un bon choix s'il répond aux objectifs des décideurs. Donc ici, par exemple, le total de ventes par rapport au pays, donc c'est facilement à voir même sans la lecture des chiffres ici, qu'on peut voir que le total de ventes sur les États-Unis, donc c'est plus important que les autres pays. Donc ça, c'est le TRIMAP ici pour voir une petite comparaison par rapport au pays. On peut aussi avoir des graphiques combinés, donc ça utilise les courbes et ça utilise aussi les histogrammes, donc pour comparer donc, les différents paramètres. Donc ici, c'est en fonction du temps, c'est en fonction aussi des ventes et du produit. Ça, c'est la visualisation carte. Donc ici, c'est le total de ventes. Et pour chaque pays, on peut voir les détails de ce côté-là. Graphique en jauge, donc ça permet ici d'avoir un objectif. Donc, on va dire, par exemple, le cible, c'est quoi? Donc, si on est en dessous de ce cible, on va voir donc l'évolution vers l'objectif final. Donc, on peut mettre ici un cible et à chaque fois, lors de la mise à jour des informations, on va voir notre progression vers le cible. On peut utiliser même des cartes, par exemple, si on a des points de vente et on a les adresses, par exemple, de ces points de vente, on peut visualiser ça donc il est lié directement à Google Maps. Donc, on peut visualiser selon les adresses, donc on peut visualiser ça sur les cartes.
On peut utiliser des segments. Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est pour rendre un peu plus dynamique et plus interactif. Donc, on peut ici sélectionner, par exemple, le pays qu'on veut voir les informations pour ce pays. Donc, on peut aussi modifier le type de représentation, donc selon les mises en forme requises, donc les couleurs, taille, etc. Donc, c'est des mises en forme. Donc, il y a aussi des outils qu'on peut les utiliser pour choisir le mise en forme appropriée. On peut modifier même les couleurs d'arrière-plan. On peut insérer même des images. On peut aussi insérer des infobulles. C'est intéressant surtout si on a une équipe qui travaille sur ces rapports. Donc, on peut laisser un peu des remarques sur des infobulles qui seront affichées si on va sélectionner, par exemple, une partie de rapport. On va voir une infobulle qui s'affiche ici. On peut aussi utiliser des KPI, des indicateurs de performance. Donc, comme vous voyez ici, si on va sélectionner cette partie-là, ça nous permet d'avoir des indicateurs de performance. Donc, ça facilite aussi les prises de décision. Donc, on peut définir des valeurs d'objectifs et on peut définir même des couleurs. Donc, si on a atteint cet objectif, ça peut être en vert. Si on est encore en dessous de l'objectif, ça va être affiché en rouge. Donc, on peut créer ici des conditions d'affichage des KPI. Voilà, comme ici. Donc, si on est sur la bonne route, ça va être en vert. Si il y a un problème, ça va être affiché en rouge. Donc, ça facilite la lecture du rapport. Donc, directement, le décideur, lorsqu'il va voir ça, il peut visuellement, donc il peut faire localiser le problème, donc il est où, et c'est facile donc pour prendre les décisions. Voilà, donc si vous avez fait aussi les différentes étapes qu'on a dit, vous pouvez continuer sur l'exercice pour créer le rapport, donc et pour suivre ces étapes-là pour créer le rapport. Donc en effet, je suis désolée, je sais bien que c'est un peu rapide et il vaut mieux faire ça en pratique, mais puisque c'est juste initialisation, donc le but c'était quoi? C'est de voir grosso modo le concept de BI et aussi de voir un peu, de balayer un peu les fonctionnalités de Power BI. Juste, donc, je vais vous montrer rapidement cet outil, donc ici, le Power BI. Donc, j'ai ici, par exemple, un rapport qui est téléchargé, donc déjà prêt ici. Je reviens sur les parties qu'on a dit tout à l'heure. Donc, ici, on a la vue rapport. Vous voyez ici l'affichage de rapport. On a ici la vue de données. Donc, on peut voir le contenu des données. Donc, ça, les différents champs. Donc, ici, donc, par exemple, la table target, table date, les différents paramètres. Par exemple, si je fais ici, je peux voir donc toutes les colonnes de cette table qui sont ici et même les fonctions, bien les mesures qu'on a créées qui n'existent pas sur la table. Donc, pour chaque table, on peut visualiser les données, on peut visualiser les champs qui sont sous cette table-là. Sur la partie modélisation, comme vous voyez ici, on a le modèle. On a le modèle à partir de ces différentes tables. On a les relations donc, entre les différentes tables de dimensions. Donc, pour la connexion aux données, c'est à partir de cette partie-là. Donc, c'est le Get Data. Vous pouvez sélectionner la source de données appropriée avec laquelle vous serez donc connecté. Et donc, si on a sélectionné les données, on va manipuler ces données, que ce soit directement ici sur Power BI, s'ils sont déjà sous une forme appropriée, ou bien on peut utiliser le Power Query donc, pour modifier ces données-là. Donc, juste, je vais aller vers le Power Query pour vous montrer ça. Donc, j'ai sélectionné le fichier Excel sur lequel on va voir l'exemple. Donc, on va sélectionner ici les tables qu'on veut, sur lesquelles on va travailler. Et
on a deux possibilités ici, que ce soit le load, on va passer directement sur cette vue-là, ou bien si je clique ici le transform data, ça va afficher le Power Query. Donc, c'est l'éditeur Power Query. Donc, comme vous voyez ici, il y a les différents champs de ces tables de données. La nature, donc c'est ici, donc on a la nature des données qu'on peut changer. Les différentes manipulations qu'on a vues tout à l'heure, donc ça peut être que ce soit dans Transform ici, donc on peut modifier le type d'affichage, donc on peut ajouter ou bien faire des manipulations sur les colonnes, sur le Add Column, etc. Donc on a des différentes manipulations. Ça, c'est les étapes qu'on a fait. Donc par exemple, je vais changer ça. Whole number, il est déjà whole number, donc on va l'afficher en tant qu'un nombre décimal, par exemple. Donc, si je clique ici Add New Step, ça va être affiché ici la nouvelle étape que j'ai fait. Donc, j'ai changé le type de données. Bien sûr, ici, le type de données n'est pas approprié, donc ce n'est pas une date. C'est pour ça qu'il affiche des erreurs. Donc, ici, je peux donc supprimer cette étape ici et ça va revenir directement à la nature initiale des données. Donc, si c'est une date aussi, je vais sélectionner par exemple la table de date. Donc, on peut ici modifier la forme de date. Par exemple, date only, ça va afficher seulement la date. On peut aussi afficher par exemple les années. Donc, on aura une colonne qui affiche les années. Donc, on peut manipuler les informations ici. On peut créer des extractions. Donc, par exemple, on peut diviser une colonne sur plusieurs en créant des extractions. Donc, il y en a plusieurs outils que vous pouvez donc exploiter si vous téléchargez donc le Power BI. Donc, je vais revenir juste au rapport ici, sur la vue rapport. Donc, c'est le slicer qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, comme vous voyez ici, c'est interactif. Donc, si je sélectionne le pays, la région, donc il y aura les données qui concernent cette région. Donc, si je mets ici, par exemple, France, ça va être changé. Je vais sélectionner, ça va être changé. Donc, vous voyez, donc ça donne, donc c'est un peu du design ici, donc c'est selon le goût de décideur et les demandes de décideurs. Donc, on peut créer des différents types de rapports selon le besoin, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est d'autres types d'affichage. Donc, si je sélectionne ici, ça va être modifié sur cette matrice. Ça, par exemple, la carte qu'on a dit tout à l'heure. Donc, je vais choisir ici l'année et ça va afficher donc les données appropriées pour chaque année fiscale. Voilà, donc ça, c'est à propos cette première partie. Donc, je vais vous laisser un peu du temps pour poser des questions. Si vous avez des questions, donc vous êtes les bienvenus. Merci infiniment, docteur, pour ceux qui ont des questions. Veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. OK, pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Docteur Asma est à votre disposition. Voilà, voici notre première question. Allons voir. La table de fait contient juste les key values de chaque table de dimension ou on peut avoir d'autres valeurs. Mohamed Ali. Mohamed Ali.
Oui, en fait, la table de faits, donc, elle contient les key values. Elle peut aussi avoir donc d'autres valeurs. Mais les key values, ils seront liés aux tables de dimension. C'est par eux qu'on peut créer les relations avec les tables de dimension. Super. Passons maintenant à Ali, qui a plein de questions. Merci pour la présentation. Pour ma part, j'ai quelques questions. Nous allons prendre la première question. Selon vous, entre Talent et Power BI, quel outil est mieux en matière de coût, fonctionnalité et de ressources matérielles lorsqu'on veut travailler en local en permise? En effet, donc les deux, ça fait l'affaire du projet BI, mais selon bien sûr les entreprises, donc selon les propriétaires et selon donc leur objectif. Donc s'ils veulent adopter par exemple le Power BI ou bien s'ils peuvent adopter le Talent, donc c'est à eux de choisir. Mais les deux, donc ça fait l'affaire en question d'un projet de business intelligence. Le coût, il faut voir. Donc, est-ce qu'on va aller vers une version web? Est-ce qu'on va aller vers une version mobile? Est-ce qu'on veut partager ça avec plusieurs utilisateurs? Donc, il faut payer selon, bien sûr, les objectifs. Il y a toujours une étude technique, de réalisation technique, qui sera présentée les entreprises. Donc, et c'est à eux de décider quel outil à utiliser. Super. Passons à la deuxième question. Au niveau de l'étape Raw Data OLTP, nous pouvons avoir par exemple des capteurs pour générer les données pour le cas de l'Internet des objets. Oui, bien sûr. Donc, les capteurs dans l'Internet des objets, donc, ce sont des sources de données. En effet, le capteur, lorsqu'il va faire donc l'envoi de ces informations, ils seront stockées, que ce soit dans une base de données ou bien dans un fichier Excel, et on va accéder à ce fichier ou bien à cette base de données pour manipuler les données qui étaient envoyées à la base par un capteur. Donc, la source initiale, elle va envoyer les informations vers une source d'information et nous, on va se connecter sur cette source d'information. Super. Pour les data warehouse, quel type de base de données est mieux adapté entre les bases de données relationnelles et nos NoSQL? Toujours Ali. Oui, donc en effet, le data warehouse, ce n'est pas une base de données. Donc, on a dit qu'il y a une différence entre le OLAP et le OLTP. Donc, les data warehouse, en fait, ils ne sont pas des bases de données. C'est à partir, ça peut être la source, une base de données, on va faire le load des informations dans un entrepôt de données, dans un data warehouse. Mais ce n'est pas une base de données. Super. Revenons aux questions de notre cher Ali. Pouvez-vous revenir sur la différence entre BI, Big Data et Data Science en se focalisant sur les les objectifs, pardon. D'accord, je vais revenir au slide. On a parlé de ça au début. Donc, pour le BI, l'objectif, c'est aide à la décision. Donc, on a dit que le BI, il va manipuler les informations euh, pour une finalité. Donc, c'est de permettre aux décideurs de prendre des décisions. C'est aide à la décision, l'objectif. Le big data, la notion de big data, c'est une notion de manipulation des données massives. Donc, c'est une grande quantité de données. Le data science, donc, il peut être basé sur les données BI ou bien les données big data. Donc, c'est-à-dire, on peut utiliser, par exemple, le machine learning, l'IA d'une façon générale, par exemple, on peut utiliser ça pour résoudre des problèmes qui sont en relation, que ce soit avec le big data ou bien avec le BI. Donc,
il se base sur les données, que ce soit les BI ou bien les big data. Donc, c'est des outils pour résoudre des problèmes analytiques complexes et améliorer les analyses. Super. La dernière question, je voulais savoir comment peut-on faire la correspondance entre le cycle de vie d'une application BI et les étapes pour la réalisation d'un projet BI. La correspondance entre le cycle de vie d'une application BI et les étapes. En effet, le cycle de vie qu'on a écrit, c'est pour tout type de projet BI. Donc, n'importe quel projet Business Intelligence, on doit avoir les différentes étapes qu'on a vues. Donc, se connecter à une source de données, de faire donc les transformations, etc. et créer un data warehouse et afficher ça sur un rapport. Donc ça, c'est les étapes d'une façon générale pour un projet BI. Si vous allez utiliser un outil parmi les outils qu'on a cités, utilisés pour le BI, vous allez appliquer toutes ces étapes, comme on a vu maintenant avec le Power BI. Donc, on a appliqué ces étapes qui sont donc la connexion à une source, la transformation, la modélisation et enfin la visualisation. Donc, on va suivre les mêmes étapes pour tout projet BI. Fantastique. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. OK. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Elle est timide. Personne? C'est clair? Tout le monde? Ok, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin de ce séminaire, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Donc, juste, je vais ajouter une remarque que, en fait, c'est une initiation. Donc, c'est juste pour avoir un aperçu général sur le business intelligence et sur l'outil Power BI. Mais vous pouvez donc aller plus loin, donc avec des exemples pratiques. Et j'espère donc qu'on aura une série donc de séminaires pour aller en détail sur chaque partie. Donc en effet, les étapes du cycle de vie, donc chaque étape elle est très importante. Il y en a plein de choses à voir sur chaque partie. Donc j'espère bien que vous allez saisir déjà le principe général et vous avez maintenant une aperçu sur le principe général et après, donc, on peut aller plus loin sur les détails de chaque partie. Voilà, donc, merci pour les questions et l'assistance. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts et pour ce merveilleux séminaire. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire du certificat de participation, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Attention, vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le site officiel de l'université ou encore le groupe WhatsApp de l'université pour les activités étudiantes. Merci à vous tous et nous vous verrons Inch'Allah dans d'autres séminaires ou bien encore demain avec Dr Rima Ben Galem pour le séminaire de la traduction audiovisuelle. Merci à vous tous et nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Merci Malek pour votre coordination. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde.